Alors, bonjour à tous. Donc, deuxième journée ensemble et on sera ici jusqu'à l'heure de déjeuner pour vous. Et donc, dans ce deuxième cours sur la morphologie mathématique, on va considérer l'application de la théorie de la morphologie mathématique au domaine de la caractérisation des ensembles aléatoires. Et en particulier, on va travailler sur un modèle d'ensemble aléatoire qu'on appelle le modèle booléen. Et vous verrez à quel point il y a une relation intime entre ce type de modèle et les opérateurs de la morphologie mathématique. Donc, quel est l'intérêt pratique, la motivation de ces théories-là? Donc, on se place dans un contexte qui est celui de la modélisation et la prédiction des propriétés physiques de certains matériaux à partir de leur microstructure. Donc, en pratique, ça implique, en sciences des matériaux, on utilise le microscope et on regarde à quoi ressemble, à une certaine échelle microscopique, la structure de ce matériau-là. Et on voudrait prédire certaines propriétés, comme la porosité, ou d'autres propriétés plus liées à la mécanique, élasticité et d'autres, à partir de quoi ressemble la microstructure. Et ça, on le fait à partir des images. Donc, on a des images qui contiennent une forme très particulière d'ensemble et on va tenter de prédire et d'avoir des modèles probabilistes pour étudier ce type d'image-là. Donc, l'approche qu'on va suivre, elle va utiliser ce qu'on appelle des modèles des ensembles aléatoires qui ont été introduits en géométrie stochastique. Il y a un domaine qui s'appelle la géométrie stochastique qui s'intéresse à ce type de choses-là. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la connexion de certains de ces modèles de la géométrie stochastique avec la morphologie mathématique. D'accord? Donc, on va étudier des modèles et on va regarder aussi la façon où ce type de modèle probabiliste, on peut inférer les paramètres. De la même façon que quand vous faites de la statistique et vous avez des modèles de lois de probabilité, vous pouvez étudier, vous pouvez estimer empiriquement les paramètres de la loi, par exemple la moyenne, la variance et des choses similaires. On va tenter de faire la même chose ici pour des ensembles aléatoires. Et bon, on aura aussi certaines choses qui sont intéressantes, c'est le fait qu'on va pouvoir estimer des paramètres liés à un objet qui est en 3 dimensions à partir des images qui ont été acquises donc par des coupes, donc des images de 2. Et ce type de théorie-là, et théorie et pratique, est très utilisée en sciences des matériaux. Elle permet aussi par exemple, de simuler des matériaux qui ne sont pas réels avec certaines propriétés physiques. Et donc, c'est un domaine très, très, très important en sciences des matériaux. Et donc, ça, c'est un peu comme motivation en dehors de ce qui est l'intérêt plus dans le contexte d'un cours de morphomath. Alors, simplement pour des questions de terminologie, au cours de la journée aujourd'hui, donc on va parler de les mots morphologiques va apparaître souvent, comme d'habitude dans mon cours, et on aura 2 notions qui sont différentes. Ce qu'on appelle une mesure morphologique, et on a déjà vu hier un exemple, c'était la courbe granulométrique. Si vous vous rappelez hier, on avait parlé de la construction d'une mesure morphologique qui consistait à faire des transformations dans notre image. Dans le cas d'hier, c'était des ouvertures. Et après, calculer sur chacune des images une mesure qui était simplement l'intégrale. On aura des choses similaires aujourd'hui. Ça, on appelle ça les mesures morphologiques. Et à côté de ça, on aura ce qu'on appelle les modèles morphologiques des microstructures. D'accord? Et donc, on va utiliser les mesures qu'on fera sur les images
pour tester si la microstructure, si l'image de l'ensemble aléatoire satisfait un certain modèle. Et on va utiliser aussi les mesures pour estimer les paramètres du modèle. D'accord? Donc, pour le moment, tout ça semble un peu abstrait, mais c'est ça que vous allez avoir à la fin de mon cours comme méthodologie. D'accord? Donc, c'est un cours, en général, j'ai besoin d'une semaine complète pour développer tout ce que je vais vous expliquer en 2 heures. OK? Donc, tenez ça en compte. Il y a des choses qui vont aller vite. C'est comme ça, je veux dire. On aura besoin d'un peu plus de temps pour le faire. Mais au moins, gardez comme message l'intérêt de cette démarche-là et éventuellement, si par la suite, c'est quelque chose que vous en avez besoin, vous pourrez revenir au livre et au document et retravailler la chose. Et n'hésitez pas à m'interrompre aussi s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires. Vous pouvez poser les questions au cours de mon exposé. Alors, ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu hier. Hier, on a commencé par étudier ce qu'on appelle la dilatation et l'érosion, et je vous ai dit qu'ils sont simplement un cas particulier de la somme et la soustraction de Minkowski d'un ensemble X par un élément structurant B. D'accord? Donc ça, on l'a déjà vu hier. Et donc, rappelez-vous, donc la somme de Minkowski consiste à, on prend l'élément structurant B, on le translate dans l'espace, et on prend l'union de tous les translatés qui se placent dans un point de l'espace qui appartient à notre X. Et la soustraction de Minkowski, on prend l'intersection. Donc, je vous ai dit, dilatation, érosion, par convention, c'est simplement la somme et la soustraction de Minkowski lorsqu'on transpose l'élément structurant. Dilatation et érosion sont liés entre eux par une propriété qui n'est pas l'inversion, quelque chose qu'on appelle une adjonction, simplement dire qu'ils sont liés entre eux. Et ce qui est très important à retenir pour la suite, c'est ce qui apparaît dans la dernière ligne. Ça, on va l'utiliser, c'est un ingrédient qu'on va utiliser à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est le fait que la dilatation et l'érosion sont liées par la propriété de dualité, par les compléments de l'ensemble. D'accord? Et donc, la dilatation, si on prend, on va le voir de l'autre côté. Donc, l'érosion par un élément structurant B peut être vue comme la dilatation du complément, et sur ça, on prend les compléments. Ça, c'est équivalent à dire que si un élément structurant placé dans un point X est contenu dans l'intérieur de notre ensemble X, ça, c'est équivalent à dire que cet élément structurant-là, placé à cette position-là, ne touche pas les compléments, ne touche pas l'extérieur. D'accord? On va utiliser ici aujourd'hui, c'est très important, l'idée d'ensemble et l'extérieur de mon ensemble, l'espace vide. Et on peut dire que considérer que je suis à l'intérieur, c'est équivalent à dire que je ne touche pas l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est trivial si on le voit comme ça. Donc, on va y revenir à ça, parce que c'est une notion géométrique qu'on utilisera constamment dans la classe d'aujourd'hui. L'autre question qui est importante, c'est, j'ai dit, on va faire des mesures sur les images. Qu'est-ce que c'est la mesure qu'on va faire? C'est très simple. On va compter le nombre de pixels qui appartiennent à l'ensemble. Donc, vous imaginez, on va travailler aujourd'hui sur des images binaires qui contiennent des objets et calculer la mesure de cet ensemble-là, ça sera simplement l'intégrale de l'indicatrice de l'ensemble, donc le nombre de points qui contiennent le nombre de pixels blancs dans une image binaire. C'est très simple comme idée de mesure. OK? Et donc, cette mesure-là, on peut les donner en sens aléatoire. Si vous en avez plusieurs images qui représentent les mêmes phénomènes,
vous allez pouvoir, pour chacune des images, estimer les nombres de points qui appartiennent à l'ensemble et faire une moyenne. Vous aurez dans ces cas-là une interprétation aléatoire avec l'espérance de cette estimation de la mesure qui aura un sens probabiliste. OK? Donc, c'est très simple comme intuition. Alors, ensuite, bien évidemment, pour avoir un sens probabiliste, il faut tenir en compte l'idée que si vous faites la mesure du contenu de l'image, ça va dépendre de la taille de votre image. Si vous prenez une image plus grande, vous aurez plus de points. Mais vous voulez avoir quelque chose qui représente la mesure de l'ensemble et qui soit indépendant de la fenêtre dans laquelle vous regardez. Donc, pour avoir ce sens probabiliste, ce qu'on fait lorsqu'on regarde notre image à une certaine taille, l'image représente un phénomène physique, mais on a une fenêtre limitée pour le voir. Ce qu'on fait, c'est simplement, on divise le nombre de points de l'image, qui sont blancs, par le nombre de pixels qui contient l'image. Okay? Donc, on a une moyenne, au sens d'une moyenne de pixels qui sont dans la classe blanc par rapport à la totalité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on va utiliser ça très souvent. Hein? Rappelez-vous, P minuscule, c'est ce qu'on appelle la porosité. Et donc, c'est ce qu'on appelle en physique la fraction volumique de l'ensemble aléatoire. D'accord? C'est très simple, c'est simplement, on va regarder combien de pixels blancs il y a, je compte ça, et je divise par le nombre de pixels total qui contient l'image. Alors, on va commencer maintenant par la mesure, la première mesure qui va nous intéresser, qui est ce qu'on appelle la covariance d'un ensemble. D'accord? Alors, comment on définit la covariance? On va se donner un vecteur qui va nous donner une direction dans l'espace, alpha, et on va regarder on va discrétiser dans cette direction-là par h. Cette h va nous donner un intervalle de discrétisation. Et ce qu'on va regarder, c'est l'érosion de mon ensemble par un élément structurant h, qui est simplement 2 points qui sont séparés par une distance h dans un segment orienté dans une certaine direction. Vous voyez ça? Vous imaginez ça? Donc, on est simplement en train de dire, je prends mon image et je vais faire de mon ensemble aléatoire, je vais faire une érosion. Ce n'est pas avec un segment, c'est avec un élément structurant qui ne contient que les 2 points, les extrémités de mon segment. OK? Si on regarde à quoi ça correspond simplement à prendre mon ensemble X, à faire une translation de mon ensemble dans la direction alpha avec une certaine distance qui est donnée par cette H et calculer l'intersection de ça. Je vous montre tout de suite un exemple. Mais la définition mathématique équivalente à dire que j'ai fait une érosion avec cet élément structurant à 2 points, c'est cette intersection-là. OK? Et alors, ce qu'on va définir comme covariance, c'est simplement la mesure pour chaque valeur de h. On va construire une courbe. On aura pour chacun des distances de cette translation et intersection la mesure correspondante. C'est très simple. Donc, ce qu'on appelle le covariogramme géométrique, c'est simplement compter le nombre de pixels. Une fois que je prends x, sont translatés et je calcule l'intersection. Donc, je compte le nombre de pixels dans l'intersection. Ça, c'est ce qu'on appelle le covariogramme. Si je le normalise par rapport à la taille de l'image pour avoir une probabilité, ça, c'est ce qu'on appelle la covariance. Donc, la covariance, c'est une courbe qui va dépendre, je vous la montre tout de suite, de la distance
et de l'orientation dans laquelle on est en train de faire la translation. Donc, bien évidemment, lorsque H c'est égal à 0, c'est-à-dire c'est un ensemble et lui-même, l'intersection, on obtient l'ensemble lui-même. Donc, elle va me donner simplement la mesure de l'ensemble. Dans le cas de la covariance, c'est la porosité, P. Je vous avais dit, c'est ça. On peut regarder aussi, si je calcule l'intégrale de cette courbe-là, je vais obtenir P au carré, la porosité au carré. Ça, c'est un petit chose de détail. Donc, ça, c'est l'idée qu'on va regarder une fenêtre limitée, alors tout doit être normalisé par rapport à la taille de la fenêtre. Donc, pas plus de détails que ça. Ce qui est important, c'est que je peux regarder donc ce que j'appelle ici la covariance C, c'est lorsque je suis en train de translater mon ensemble et de compter le nombre de pixels dans l'intersection entre l'ensemble et l'ensemble translaté. Cette courbe-là contient aussi de l'information sur la partie qui n'appartient pas à l'ensemble, le complément, l'espace vide. On décrit aussi, si on regarde le complément, on peut aussi étudier cet espace vide par la même courbe. Elles sont liées entre eux. C'est-à-dire, si ce qu'on regarde, c'est plutôt la probabilité qu'un point appartient en même temps à l'ensemble vide et au translaté de l'ensemble vide par H selon la direction alpha, elle est simplement réécrite à partir de la covariance. OK? Et donc, de la même façon que je vous ai dit qu'il y a un petit p qui apparaît, qu'on appelle la porosité, qui est la fraction volumique de l'ensemble, on aura un petit q qui apparaît, qui est la fraction volumique de l'espace vide, la partie noire dans une image binaire. Et bien évidemment, ils sont liés, c'est un moins l'autre. OK? Donc, avant de vous montrer des exemples, simplement, quelles sont les propriétés théoriques qui a cette courbe covariance qu'on va construire de cette façon-là, par des érosions, par des deux points. Donc, elle est symétrique, c'est-à-dire si vous translatez l'ensemble, vous avez l'ensemble et vous le translatez dans une direction, et vous calculez l'intersection de ça, c'est équivalent d'avoir translaté dans l'autre, dans la même direction, mais avec les sens opposés. Ça, c'est comme on fixe l'un, on déplace l'autre, peu importe si on le déplace vers le haut ou vers le bas dans la direction, si vous voyez ça. Donc, proche de l'origine, lorsqu'on ne translate pas, c'est bien la porosité, comme on a vu. Et c'est cette point sur ce qu'on appelle la tangente à l'origine qui est important. Je ne vais pas décrire en détail la formule. Il y a une formule en géométrie intégrale, peut-être parmi vous, il y a des gens qui la connaissent, qu'on appelle la formule de Cauchy-Crofton. C'est une formule qui nous permet, lorsqu'on calcule la dérivée de la covariance et on estime la tangente à l'origine, donc on regarde le comportement de la dérivée à l'origine, ce qu'on obtient, si on intègre pour toutes les directions, c'est la variation périmétrale de notre ensemble aléatoire. D'accord? Donc, la covariance nous décrit aussi, dans le cas 3D, quelle est la surface de cet ensemble-là, ou dans le cas à 2D, quel est le périmètre. Donc, lorsqu'on calcule la covariance, elle contient beaucoup d'informations. C'est simplement ça. Elle va nous donner de façon qualitative, si on regarde la covariance, et on a des variations ou des inflexions, des changements dans la courbe, ça indique qu'il y a généralement plusieurs échelles dans la microstructure. Si on a des périodicités, ça implique aussi qu'il y a probablement une certaine périodicité dans l'ensemble qui est représenté là. Donc, on a des informations qualitatives qu'on peut déjà observer à partir de la courbe, mais ce qui va nous intéresser après, c'est les questions plus théoriques. D'accord? Alors, je vous montre comment on fait en pratique. Donc, je vous avais dit, là, c'est un cas très simple. On a un objet. L'ensemble aléatoire, c'est un objet. J'ai une direction alpha. Donc, la covariance va dépendre de cette direction alpha. Je translate mon ensemble à une certaine distance h égale à 20. Je calcule l'intersection. Et c'est ça que je vais mettre ici pour le point numéro 20
C'est l'intégrale de cette intersection. Après, je translate 40. Intersection, c'est la partie qui apparaît ici en sombre. Je calcule le nombre de pixels de ça, et donc j'aurai ce type de courbe-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écovariogramme géométrique, car il n'a pas été normalisé par rapport à la surface, à la taille, un nombre de pixels de ma fenêtre que je regarde. Donc, vous voyez ici, il y a des valeurs en milliers. Ça indique clairement que je suis en train de compter des pixels. Si vous divisez ça simplement par le nombre de pixels qui contient l'image, vous allez obtenir un sens probabiliste, et ça, c'est la covariance. Okay? Là, je vous montre le fait qu'on peut étudier la covariance dans différentes directions, et vous allez obtenir des courbes différentes. Donc, si vous regardez, par exemple, dans les cas horizontaux, vous allez avoir, c'est la courbe qui apparaît en bleu, elle nous décrit moins bien la présence des échelles multiples que dans les cas, si vous regardez dans une direction où on va couper l'objet lorsqu'on translate dans ce type d'irrégularité-là. OK? Donc, le fait que la covariance dans une direction et la suivante n'est pas similaire, ça indique que c'est un objet, évidemment, qui est anisotrope. Donc, une façon de savoir si votre ensemble aléatoire a une propriété d'isotropie, un comportement similaire dans toutes les directions de l'espace, ça consiste à calculer la covariance pour différentes directions. Ça, c'est une première mesure, la covariance. La deuxième mesure qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une érosion linéaire. C'est presque la même chose, sauf que pour la covariance, je vous avais dit qu'on a un segment, mais je ne regarde que les deux points qui définissent ce segment-là. Les deux extrémités. Dans la courbe d'érosion, ce que je vais faire, c'est faire une érosion par les segments complets. D'accord? Pas par les 8 points qui me décrivent les extrémités, mais par les segments complets. Et dans ce cas-là, donc, l'interprétation que je vais avoir, probabiliste, ce qui me donne ça, c'est la probabilité que le segment est contenu dans mon ensemble aléatoire. Et je vais faire de la même façon que pour la covariance. Une fois que je me suis donné une direction, je vais regarder la probabilité que l'ensemble contient un segment qui sera de plus en plus grand. Donc, je vais augmenter. Donc, comme pour la covariance, C dépendait d'un paramètre H, qui était la longueur ou la distance entre les deux points. Ici, ça sera H, ça sera la longueur de mon segment. D'accord? Est-ce que ça c'est clair, la différence entre les deux? Alors, quelles sont les propriétés théoriques? La covariance et la courbe d'érosion linéaire ont le même comportement à l'origine. Bien évidemment, dès que le segment se rétrécit, jusqu'à devenir simplement un point, ça nous donne la porosité dans les deux cas. Et on a les mêmes comportements à l'origine au sens aussi de la tangente, de la dérivée. Donc, l'idée que je vous avais dit, on peut calculer les périmètres d'un ensemble aléatoire en regardant les comportements de la dérivée à l'origine, c'est pareil pour la courbe des érosions. Mais elle va nous apporter, cette courbe des érosions, apporte quelque chose qui n'apporte pas la covariance, qui est la même information que la granulométrie qu'on a étudiée hier. D'accord? Rappelez-vous, une granulométrie, c'est faire des ouvertures par des disques ou peu importe l'élément structurant. Ici, un segment. Donc, la courbe d'érosion contient la même information que la granulométrie. Il y a une relation entre eux. D'accord? La probabilité qu'un segment appartienne à l'ouvert, c'est cette formule-là, est donnée par la courbe des érosions et la dérivée des courbes des érosions. Donc, dans les modèles qu'on va étudier, on n'aura pas besoin de la granulométrie. La courbe des érosions nous permettra, ou la courbe des érosions du complément, nous permettra de travailler sur ça.
OK? Donc là, je vous montre. Rappelez-vous, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on était en train d'étudier donc un ensemble sont translatés l'intersection des ça. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est un ensemble, l'érosion de cet ensemble par un segment et la mesure de ça. Donc, on est en train de regarder comment ce segment-là est en train de diminuer la portée, le contenu de mon objet. OK? So, géométriquement, on est en train d'étudier l'objet de deux points de vue différents. Et là, je vous montre la différence entre les covariogrammes géométriques et la courbe des érosions pour cet objet-là, dans la même direction. Donc, à nouveau, comme je vous ai dit, les comportements à l'origine pour les deux courbes est très similaire, lié à la porosité et à la variation périmétrale, mais après, elle contient des informations différentes sur l'objet. OK? Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à cet stade, avant qu'on continue? S'il y a des questions, comme hier, il faut se rapprocher, sinon je ne vous entends pas. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, reprenons le diapo précédent. Oui, à l'origine, les deux courbes ont le même comportement. Et pourquoi à la fin? À la fin, c'est très différent, en fait. Les covariogrammes, Oui. qui apparaît en rouge, Oui. il va nous décrire, rappelez-vous, l'idée, c'est qu'on est en train de translater un ensemble, on fixe l'ensemble et on translate lui-même. Et on regarde l'intersection entre les deux. Oui. C'est qui, ça va nous donner des informations sur la présence de périodicité, des choses qui, lorsque je translate à différentes distances, parfois, je vais avoir des intersections qui se répètent. Je suis en train de déplacer mon ensemble sur lui-même, et donc ça me donne une information sur la façon où les choses se répètent dans mon ensemble, dans cette direction-là. Tandis que la courbe bleue des érosions, ce qui va nous donner comme information, c'est qu'il y a un certain segment que je vais essayer de faire entrer dans mon objet. Lorsqu'il y a des parties où il n'entre pas, ça, je les élimine. Et je ne regarde que ce qui reste pour chacune des longueurs. Donc, ce que je suis en train de regarder cette fois-ci, c'est comment, dans cette direction-là, mon objet va devenir de plus en plus petit lorsque je vais augmenter le segment qui est contenu à l'intérieur. OK? Donc ça, la courbe bleue vous donne plus une idée de la variation en taille de mon objet dans cette direction-là. C'est plutôt l'échelle dans la direction. Tandis que l'autre vous donne plus une information sur la régularité de mon objet dans cette direction-là. Ok, maintenant, pourquoi la translation et l'autre, c'est comment encore? La translation et la segmentation avec le petit segment là, ça finit au même moment. Pourquoi ça finit au même moment? Bon, ça finit au même moment parce qu'en fait, il y a un moment où la translation est tellement loin qu'il y a très peu qui touchent. Ça, d'ailleurs, on tend vers le zéro parce qu'il aura une intersection vide. Il y a un moment où vous avez votre ensemble, il a été translaté tellement loin qu'il n'y a presque rien qui touche. Okay. Si il y a maman, imaginons que c'est maman et l'ensemble, je suis en train de les déplacer. Donc, vous voyez bien l'idée de, est-ce que vous voyez maman bien? Donc, je vois. quand je déplace, vous voyez, il y a un moment où mon doigt, donc là, l'intersection, elle est petite. Mes doigts sont l'un entre les autres. Mais il y a un moment où il se chevauche. Donc là, l'intersection va augmenter. Donc c'est ça qui mesure. On est en train de voir ce type de périodicité. Mais il y a un moment où mes mains ne se touchent plus. Oui. Et on se touche très peu. Donc ça, c'est
pourquoi on arrive à la fin, de la même façon que si je suis en train de regarder les contenus par un segment, et il y a un moment où le segment est tellement grand qu'il y a très peu d'un moment qui est contenu, qui contient le segment. OK? Donc, le comportement à la fin ne nous intéresse pas. Ça nous donne simplement à la fin 60, là, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien ça vous donne simplement que le segment de taille 60 est le plus grand qui peut être contenu. Donc, c'est le diamètre maximal dans cette direction-là. OK? Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Il n'y en a pas apparemment. OK, très bien. Alors, on va continuer. Donc, ça, c'est simplement, on va voir apparaître après la covariance et la courbe de sérotion. On va utiliser ce type de mesures-là dans les modèles qu'on va construire. Alors, on va passer maintenant à la construction d'un type de modèle d'ensemble aléatoire qui est fondamental, qui est ce qu'on appelle le modèle booléen. Avant ça, on a besoin d'un ingrédient. Le premier ingrédient pour ce modèle-là est ce qu'on appelle un processus de pointe de Poisson. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de processus aléatoire. Probablement, les processus de Poisson, vous les connaissez. Et donc, dans les cas des ensembles aléatoires, l'idée, l'intuition est la suivante. On se place dans un cadre qu'on appelle uniforme, un processus de pointe de Poisson uniforme, qui est équivalent à dire homogène dans l'espace. Et notre processus de pointe de Poisson a un seul paramètre, θ, qui apparaît là. θ, c'est ce qu'on appelle l'intensité de notre processus. Et comment on construit ou comment il est caractérisé ce processus-là? En fait, si vous regardez dans une certaine fenêtre B, le nombre de points qui se trouvent dans la fenêtre va suivre une loi de Poisson dont le paramètre, c'est le produit θ, la mesure de cette fenêtre, la taille de la fenêtre. Donc, la moyenne est proportionnelle, la moyenne de ce processus-là, donc le paramètre de Poisson, donc la moyenne, est proportionnelle au volume de la fenêtre dans laquelle on regarde. OK? Donc, dans ces cas-là, si on a ce type de processus, le nombre de points, donc, comme je vous dis, va suivre une loi de Poisson. Et ça, c'est équivalent à dire que les 5 points qui se trouvent à l'intérieur de la fenêtre sont indépendants et uniformément distribués. OK? Donc, ça, c'est la notion équivalente en probabilité, avoir une distribution qui est uniforme et indépendante. Et vous savez très bien que si on a en général ce type de processus-là, les choses se passent bien dans les calculs, en proba. Alors, pour nous, ça sera la même chose. Donc, en pratique, pour les images, imaginez que vous voulez simuler des points de Poisson sur une image. Comment on fait? Alors, c'est très simple. Je génère des positions aléatoires pour mes points. Et la localisation de ces positions aléatoires sont indépendants. Et ils sont uniformément distribués. Donc, vous placez des points aléatoires dans l'image. Ça, c'est un processus de points de Poisson. Avec une certaine intensité θ, qui va vous dire combien de points vous allez mettre dans une certaine fenêtre. Donc, l'intensité, ça sera le nombre de points divisé par la taille de la fenêtre. OK? Donc, gardez cette idée-là. C'est ce qu'on va faire pour construire nos modèles. C'est considérer que l'ingrédient qui me donne les points aléatoires sur lesquels je vais faire des choses après sont des points de Poisson, donc simulés de façon indépendante et uniforme. Est-ce que ça c'est clair? Alors,
j'ai un cas, on peut généraliser ça au cas non homogène. On peut avoir des points de Poisson qui vont suivre ce qu'on appelle une intensité régionalisée. Cette fois-ci, θ, le paramètre d'intensité, va dépendre de la position de l'espace. On a des points qui ne sont pas localisés. La densité des points n'est pas uniforme dans notre image. Donc, c'est un cas qu'on peut considérer aussi. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va considérer qu'on est toujours dans le cas des points de Poisson uniformes, donc une densité homogène dans l'espace. Mais c'est en pratique, dans certains cas, on a intérêt à avoir un processus non homogène. OK? Alors, on sait déjà comment je vais faire pour simuler des points de Poisson. C'est un ingrédient que je dispose déjà. Alors, je vais vous introduire maintenant ce qu'on appelle les modèles booléens d'ensemble fermé aléatoire. Et par la suite, on va appeler ça simplement un modèle booléen. OK? Donc, je ne dirais pas Boolean Rax, je ne dirais pas garder en tête, c'est toujours ça. Alors, un modèle booléen a deux paramètres. θ, la densité des points de Poisson, et l'autre paramètre, c'est ce qu'on appelle les grands primaires A', ici. Alors, qu'est-ce que c'est A'? C'est un ensemble aléatoire que je vais placer dans chacun des points de position donnés par mon processus de Poisson. Comment ça marche donc? Je vais avoir l'espace euclidien, ou une fenêtre, si vous voulez, qui contient l'image. Je vais générer des points aléatoires selon un processus de Poisson des paramètres θ. Donc, ça va me donner certaines positions aléatoires dans l'image. Et dans chacune de ces positions-là, je vais placer un grand primaire. Le grand primaire, donc, c'est un ensemble aléatoire lui-même qui va suivre une certaine loi de distribution. Par exemple, ça peut être un disque avec un diamètre aléatoire, selon une certaine loi. Donc, chacun des points aléatoires, je place une forme qu'elle-même, elle est aléatoire. Et après, je prends l'union de ça. Donc, je vais obtenir une image binaire qui est l'union de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble. La réalisation d'un ensemble aléatoire booléen des paramètres θ A'. Et cette grande primaire, il peut être un convexe, non convexe, un ensemble connexe, ça peut être ce que vous voulez. On ne demande que le fait qu'il soit enfermé, compact, en un compact aléatoire. OK? Alors, à quoi ressemble ce type de choses-là? Donc là, je vous montre des exemples d'un processus, enfin, un ensemble aléatoire booléen dont le grand primaire, c'est des convexes, et il est stationnaire dont la distribution, enfin, la densité des points est uniforme dans l'espace. Donc, dans le premier cas, je suis en train de placer dans des positions aléatoires des disques avec des diamètres qui vont suivre une certaine loi de probabilité. Ici, une loi exponentielle. Ou je peux placer, à la place d'avoir des disques, je peux avoir, par exemple, des polygones ou des polyèdres en 3D. D'accord? Donc, ça, c'est des modèles, des exemples, pardon, de réalisation d'un modèle booléen. OK? Là, je vous montre des choses un peu plus baroques, si vous voulez. Donc, par exemple, à gauche, vous comprenez très bien qu'est-ce que ça veut dire une densité de points qui n'est pas uniforme, qui n'est pas homogène dans l'espace. Vous voyez, les positions de points dépendent de là où on est dans l'espace. Ils ne sont pas distribués de façon uniforme ici. Et là, ici, le grand primaire est un segment avec un petit segment, toujours de la même longueur, mais avec une orientation aléatoire. Donc ça, c'est encore un exemple
des modèles booléens, d'ensemble aléatoire qui suit les modèles booléens. Et l'autre, c'est que vous savez, c'est un cas où l'ensemble, les grands primaires, pardon, il peut avoir une forme différente. Vous tirez avec une probabilité, parfois un triangle, parfois cette forme un peu plus différente. Ça continue à satisfaire la définition d'un modèle booléen. C'est clair? Donc, ça, c'est des objets, des ensembles aléatoires que j'ai simulés moi-même et avec un certain modèle booléen. La question, c'est est-ce que ce type de modèle-là est intéressant en pratique? Est-ce qu'il y a des images qui vont suivre ce type de modèle-là? La réponse est oui, beaucoup. Dans beaucoup de situations, en microscopie, on a des milieux aléatoires en sciences des matériaux dont on peut parfaitement considérer que les modèles booléens est bien adapté pour les étudier. Là, je vous montre, par exemple, vous voyez là c'est un cas où vous en avez des grands primaires avec des polygones irréguliers qui sont placés de façon aléatoire et ça a l'air d'être uniforme et indépendant dans l'espace. Là, vous avez un milieu à 3 faces où il y a 2 faces qui correspondent sans doute à les hypothèses du modèle booléen. Ça, c'est le cas typique d'un modèle booléen. Donc, vous voyez, ici, on peut même faire une hypothèse plus ou moins des disques de taille aléatoire pour la partie noire. Ça, on va les considérer après. Cet exemple-là, à droite, on va y revenir après pour savoir comment on estime les paramètres du modèle booléen à partir des images comme ça. D'autres exemples qui correspondent à des choses un peu simulées que je vous avais montrées, des fibres avec des orientations aléatoires et une longueur à peu près constante. Vous pourrez avoir même une distribution. OK? Donc, vous voyez bien que cette hypothèse, ce modèle très simpliste au départ, en fait, elle nous permet de couvrir beaucoup de situations où on peut, en sciences des matériaux, avoir des milieux aléatoires qui vont satisfaire ce modèle-là. C'est le cas aussi, même en images qui ne sont pas en microscopie. On a certains phénomènes. Si on regarde les images de ce qui se passe dans les phénomènes, on peut considérer que le modèle booléen nous permet probablement de modéliser les contenus des images. D'accord? J'espère que vous êtes convaincus que ce modèle-là très simpliste, tirer des positions aléatoires et placer dans chacune des positions une forme aléatoire elle-même, peut nous permettre de couvrir beaucoup de cas. Alors, ça, c'est le modèle, comment je les construis. Ça, c'est la définition de la construction, des modèles par construction. Maintenant, on va donner une définition du modèle booléen mathématique. Et pour ça, on va essayer de trouver quel est l'équivalent de la notion de probabilité décrite, de loi de probabilité qui est décrite par les moments de la loi, mais pour le cas des ensembles aléatoires. Et ce qu'on va utiliser ici, c'est ce qu'on appelle les fonctionnels caractéristiques, qui va remplacer l'idée de moment. OK? Je reviens, je vais prendre simplement un verre d'eau. Une seconde. Ne bougez pas. Une petite pause. On va Tout est clair à cet stade? Y a-t-il des questions sur la façon constructive de définir le modèle booléen? OK, très bien. Donc, comme je vous disais, maintenant, on va considérer une façon plus formelle et mathématique de définir qu'est-ce que c'est ce modèle booléen. Et donc, pour ça, on va introduire la notion de capacité de choquer. Alors, qu'est-ce que c'est cette capacité de choquer? Donc, tout d'abord, la capacité de choquer va être associée à un ensemble X. Donc, dans ma notation, faites très attention à ça.
Dans ma notation, la capacité de choquer qu'on appelle T, elle dépend d'un ensemble X. Et pour cet ensemble X, on va considérer un ensemble de tests K qui va être similaire à ce qu'on appelle l'élément structurant en morphologie. Vous verrez après que c'est justement ça. Donc, pour faire les choses plus simples, par la suite, je ne vais pas utiliser l'index X. Mais notez bien, donc c'est une capacité de choquer qui est liée à un certain ensemble et qui va dépendre de cette compacte K, de cet élément d'étude. Donc, en d'autres termes, on va étudier X pour les différentes valeurs possibles de K. Donc, comment elle est définie, cette capacité de choquer? C'est simplement la probabilité que ces compacts-là ne touchent pas mon ensemble. D'accord? Donc, j'ai un ensemble X qui est fixe et il y a un ensemble K que je vais faire varier. Et pour tous les possibles cas, je vais regarder quelle est pour chacun de ces cas-là la probabilité qu'il ne touche pas mon ensemble. La probabilité qu'il ne touche pas mon ensemble, c'est 1 moins la probabilité qu'il soit contenu dans l'espace en dehors de mon ensemble. On est d'accord sur ça? Et donc, cette probabilité d'appartenir au complément, d'être un sous-ensemble du complément, c'est ce qu'on va appeler Q, ici. Donc, vous voyez, j'avais déjà utilisé Q avant pour la covariance. Et vous verrez apparaître ça après. OK? Donc, pour tout ensemble aléatoire, modèle booléen ou pas, on va être capable de définir cette fonctionnelle caractéristique qu'on appelle la capacité de choquer pour chacun des ensembles K. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Ce qu'on va considérer aussi, ici, c'est ce qu'on appelle les ensembles aléatoires stationnaires, donc qui ont les mêmes comportements partout dans l'espace. D'accord? Donc, les cas sera l'effet de regarder cette propriété de ne pas toucher mon ensemble de façon équivalente, être totalement contenu dans l'espace vide, sera le même indépendamment de la translation des cas. Ça, c'est ce qui arrive dans les cas stationnaires. Alors, il y a un théorème fondamental dans la théorie des ensembles aléatoires, donc de la géométrie stochastique. C'est ce qu'on appelle le théorème de Choquet-Matron-Kendall, qui va nous dire qu'à partir de cette fonctionnelle caractéristique, tout ensemble aléatoire est complètement caractérisé lorsque vous considérez tous les cas possibles. Ça, c'est le résultat équivalent de dire que si vous avez tous les moments d'une loi de probabilité, vous pouvez caractériser complètement cette loi. D'accord? Vous voyez l'intuition? Donc, si j'ai tous les moments de la loi de probabilité, je connais la loi. Ici, c'est la même chose. Si je connais toutes les valeurs pour tous les cas possibles de cette fonctionnelle caractéristique, je connais mon ensemble aléatoire. Mais de la même façon qu'en probabilité, pour certaines lois de probabilité, je n'ai besoin qu'un nombre limité de moments. Ici, ça sera la même chose. Pour caractériser certains ensembles aléatoires, je n'ai pas besoin de connaître les fonctionnels pour tous les cas possibles. Certains, de la même façon que dans la loi gaussienne, la moyenne et la variance sont suffisantes pour la connaître. Ici, ça sera pareil. Dans certains modèles d'ensemble aléatoire, je peux caractériser l'ensemble aléatoire par un nombre limité. Gardez ça comme intuition. Et maintenant, l'autre chose qui est importante, c'est que comment on va relier cette fonctionnelle caractéristique à la morphologie mathématique
Et quel est l'intérêt qui va y avoir donc? C'est, on va revenir à l'interprétation qu'on a de ce qu'on a défini comme capacité de choquer. Donc, on a dit, la capacité de choquer T, c'est la probabilité que le compact K ne touche pas mon ensemble. Ça, c'est équivalent à calculer la probabilité qu'un point appartient à la dilatation de l'ensemble par le compact. Et 1 moins T, donc Q, qui était défini comme la probabilité que le compact K appartienne, soit totalement contenu dans les compléments, c'est la probabilité que mon point appartienne à l'érosion du complément. En d'autres termes, calculer les valeurs du fonctionnel, ça va consister juste à faire des dilatations et des érosions du complément de mon image et regarder la probabilité de l'image correspondante, c'est-à-dire l'intégrale divisée par le nombre de pixels. Donc, les érosions et les dilatations nous caractérisent l'ensemble aléatoire via cette notion de capacité de choquer. Est-ce que ça c'est clair? OK? Ça, c'est valide pour n'importe quel ensemble aléatoire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est considérer des cas particuliers. D'abord, les cas des processus de points de Poisson et après les cas booléens. Donc, cette fois-ci, on est dans un cas d'un ensemble aléatoire qui est associé au processus de points de Poisson. Donc, comment je peux calculer dans ces cas-là la probabilité, la valeur des fonctionnels T? Donc, rappelez-vous, T, c'est la probabilité que les cas ne touchent pas mon ensemble. Donc, en termes de points de processus de points de Poisson, la probabilité que ça arrive, c'est lié à la probabilité de ne pas avoir, d'avoir plus d'un point qui tombe à l'intérieur. Et donc, on peut parfaitement estimer ça à partir de la formule d'un processus de points de Poisson, simplement en considérant nombre de points égal à 0. Donc, vous récupérez dans la formule qu'on a. Donc, je vais vous montrer simplement d'où vient ça. Ça consiste, si vous mettez ici n égale à 0, vous allez obtenir la valeur de la probabilité de ne pas avoir aucun point. Et c'est ça qui va être l'élément qu'on va utiliser pour connaître ici. Une fois que vous connaissez ça, vous pouvez connaître la probabilité d'avoir plus de 0. Ça, c'est équivalent à dire que je vais toucher par le compact. Et donc, cette formule-là, à partir de la formule de points de processus de Poisson, vous connaissez l'expression de la capacité de choquer pour tout compact K, qui est donné par ça. OK? Ça, c'est très important, en fait. Ça veut dire que vous pouvez caractériser complètement un processus de Poisson en calculant pour les différentes valeurs de K, cet paramètre-là. Ça, c'est simplement, vous voyez, c'est la mesure de K. Donc, c'est la taille de cette K-là qui multiplie l'intensité. Les cas plus général maintenant, qui nous intéressent, c'est les modèles booléens. Donc, rappelez-vous, dans les modèles booléens, on a des points aléatoires qui vont suivre une loi de Poisson, mais on a aussi un grand primaire. Alors, quelle est la capacité de choquer qu'on peut obtenir de façon analytique pour un processus, pour un ensemble aléatoire booléen? Alors, je vais vous montrer ensuite comment on arrive à cette formule-là, mais la formule est celle que je vous donne là. Elle fait intervenir l'intensité du processus de Poisson
et elle fait intervenir les grains primaires, et ce qui, là où K va jouer un rôle, c'est dans la dilatation des grains primaires par K. Donc, on a une expression analytique de la probabilité qu'un grain primaire soit touché par les compacts K, qui est portée par cette formule-là. D'accord? Donc, dans le reste de notre cours, ce qu'on va regarder, c'est les cas particuliers où on aura différentes valeurs de K. On va prendre des cas spécifiques et vous allez voir comment cette expression-là deviendra plus simple. Et c'est ce type d'expression-là qui va nous permettre de trouver les paramètres de mon ensemble aléatoire. Et pour arriver à cette expression-là, on peut la faire, on peut arriver à cette formule-là parce qu'on a un processus de point de Poisson qui est donc uniforme et indépendant. Ils sont indépendants et uniformément distribués. Donc, c'est là où cette hypothèse qu'on faisait va jouer un rôle fondamental pour arriver à une formule fermée comme celle-là. Alors, donc là, je vous donne dans les transparents, vous aurez la façon de calculer. Donc, il y a la façon formelle, comment on arrive à obtenir la formule, donc de façon détaillée. Et ici, je vous donne simplement l'intuition de comment on arrive à ça. Donc, l'idée, c'est qu'on sait déjà calculer pour un processus de point de Poisson. Je vous ai montré que ça, c'est direct à partir de la formule de la probabilité d'avoir un point dans une fenêtre de taille B. Donc, dans le cas d'un processus, d'un ensemble booléen, c'est une généralisation. C'est simplement, on place, à la place d'avoir un point, on a une forme A' dans chacune des localisations là. Et donc, l'idée aussi, pour faire, pourquoi on va arriver à cette idée de dilatation des grains primaires par le compact K, c'est l'équivalence qu'on a toujours entre cette idée-là, que la probabilité qu'un compact appartient au complément est équivalent à dire j'ai rodé les compléments par cette compact-là, et ça, c'est équivalent à avoir dilaté l'ensemble et calculé les compléments. Et donc, c'est ça qui va nous faire intervenir la dilatation. Donc, lorsqu'on remplace l'idée des grains primaires qui apparaît dans les du compact qui apparaît dans le cas de la formule de Poisson, par les dilatés du primaire par ça, c'est là où on arrive à cette formule que je vous ai montré. Ça, c'est un peu à la main, comme on fait à la main, mais vous avez la façon de faire vraiment les calculs de la probabilité où on fait intervenir la loi de Poisson et on va intégrer partout dans l'espace. Et parce qu'on a l'indépendance, on peut faire la somme et on arrive donc à l'expression de la capacité de choquer pour le modèle booléen, cette formule. OK? Maintenant, regardons quelques cas particuliers. D'accord? Donc, on a un modèle booléen, on a l'expression générale qui fait intervenir une exponentielle qui contient θ et la dilatation du grain primaire par les compacts. Et maintenant, on va considérer différents compacts K, donc différents éléments structurants. Donc, le premier élément structurant, c'est ce qu'on appelle le singleton. C'est un point. Donc, en fait, si vous mettez dans la formule, vous dites que K, c'est simplement un point, ce point-là, ce que vous allez obtenir, c'est donc Q pour K étant 0, c'est ce qu'on a les points. Ce que vous allez obtenir, c'est la porosité, c'est-à-dire la probabilité qu'un point appartienne au complément. Et donc là, vous remplacez dans la formule générale, qui est celle qui apparaît ici en bas, que je vous ai montré précédemment, vous remplacez cette compacte-là par un point qui va vous donner donc le dilaté de l'ensemble par un point, c'est l'ensemble lui-même. Donc en fait, la porosité, qui est la probabilité d'un point d'appartenir à l'ensemble vide, dans les modèles booléens, est donnée par
par cette formule-là. Donc, le logarithme népérien de la porosité est lié au produit intensité mesure des grands primaires. Donc ça, on va l'utiliser après. Cette formule-là, vous verrez comment on la utilise en pratique. Maintenant, considérons un compact qui est 2 points, séparés par une distance h. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on est en train de faire, lorsqu'on calcule ça, c'est faire intervenir la covariance qu'on avait vue au début. Donc, la courbe liée à la covariance nous permet de construire une partie de cette fonctionnelle caractéristique par ce compact-là, qui est l'ensemble des 2 points séparés par une distance h. Donc, on a une expression qui va faire intervenir les covariogrammes ici. D'accord? Donc, si vous calculez les covariogrammes d'une image, vous pouvez utiliser ça pour estimer les paramètres d'intensité θ, qui est la densité des points du processus de Poisson. Est-ce que cette idée-là, c'est clair? Ce qu'on va faire, c'est à partir des images, on va calculer des mesures comme la porosité, comme la covariance, et c'est à partir de ce type de mesures-là, si on fait l'hypothèse d'un modèle booléen, qu'on va avoir donc la possibilité d'estimer les paramètres du modèle lui-même. Ça, c'est l'intérêt de la théorie. Et ça, c'est l'intérêt du fait que pour le cas booléen, on a une expression analytique qui nous relie les paramètres du modèle à ce type de moment qu'on est en train de calculer. Donc, je vais vous illustrer ça en pratique. Mais simplement, à cet stade, regardez comment les formules vont apparaître les unes après les autres. Ils sont toujours des cas particuliers de l'expression générale que je vous ai montré précédemment. On peut calculer ça plutôt que pour la covariance pour ce qu'on appelle les moments d'ordre 3. Donc, on a 3 points à deux distances h. Je n'entrerai pas dans les détails. Alors, donc ça, c'est pour la partie très théorique. Là, ce que je vous ai montré, c'est la partie la plus théorique des cours. Maintenant, je vais vous donner aussi quelques intuitions, quelques propriétés du modèle booléen d'ensemble aléatoire, qui sont intéressantes aussi en pratique. Et il y a aussi des propriétés là très théoriques, que je vais passer très vite, mais je pense qu'ils sont intéressants à retenir. Donc, les propriétés fondamentales du modèle booléen, c'est les suivantes. C'est le modèle booléen est fermé par l'union. Alors, ça veut dire, si vous en avez un ensemble aléatoire qui est en réalisation d'un processus booléen, et vous en avez un deuxième qui est la réalisation d'un processus booléen, la union de deux, c'est un ensemble booléen. La raison de montrer ça, la façon de montrer ça, c'est, rappelez-vous, un modèle booléen est caractérisé par sa capacité de choquer. La capacité de choquer fait intervenir la dilatation. La dilatation, elle se distribue avec l'union. Donc, vous pouvez démontrer que la union de deux ensembles aléatoires va être caractérisée, booléen, va être caractérisée par une capacité de choquer qui est une expression qui est liée à l'union des grands primaires. Un modèle booléen est aussi fermé par dilatation. Donc ça, c'est pareil, c'est parce que c'est la dilatation, l'élément fondamental qui me caractérise ce modèle booléen. Et le modèle booléen, il est aussi fermé par des sections. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, imaginons que vous en avez une structure en 3 dimensions qui suit un modèle booléen. Par exemple, vous avez des sphères dans l'espace qui sont localisées dans des positions aléatoires. Et vous avez pris l'union de ça, donc c'est un modèle en 3 dimensions booléen. Et maintenant, vous faites des coupes, des sections en 2 dimensions de ce volume 3D. Chacune de ces coupes-là
est un modèle booléen à 2 dimensions. D'accord? Et on a même les formules qui nous permettent de connaître les paramètres du modèle booléen en 2 dimensions par rapport à celui en 3 dimensions. Donc, c'est ça aussi la puissance du modèle booléen. Alors, un exemple de ce que ça signifie, par exemple, la union des modèles booléens, c'est vous en avez un exemple d'ensemble aléatoire booléen qui suit une certaine donc, paramètre θ et paramètre de grand primaire. Donc, c'est des triangles qui ont une moyenne de 150 pixels et une intensité de 25 points sur l'image. Vous en avez un deuxième qui a une intensité de 35 points et des objets qui ont un diamètre, pardon, une mesure, une taille un peu plus grande, les disques là. Vous prenez la union des deux. Donc, la union des deux, c'est un modèle booléen qui a une intensité qui est la somme des intensités, 60. Donc, en moyenne, vous aurez 60 positions, 60 points dans l'espace. Et les grands primaires correspondants, c'est simplement la somme pondérée à une mesure qui est la somme pondérée des grands primaires par les intensités. OK? Donc, ça veut dire aussi, si vous avez un modèle booléen complexe, comme celui que vous en avez à droite, si vous êtes capable de les décomposer en des modèles plus simples, vous pouvez caractériser chacun des modèles indépendamment et ensuite connaître les propriétés du modèle complexe que vous avez là. Et en fait, cette intuition-là, il y a une théorie qui va vous donner les fondements de cette idée de ce qu'on appelle la division à l'infini d'un modèle booléen. C'est le fait que si vous avez un modèle booléen, vous pouvez toujours les décomposer dans des modèles de booléens plus simples. Et c'est le cas, car je n'entrerai pas dans les détails là, les modèles booléens sous-jacents de façon fondamentale au modèle booléen, il y a l'idée d'indépendance de ce qui se passe avec chacun des grands. Et rappelez-vous que ça, c'est lié au fait que mon hypothèse de départ, c'est un processus de points de Poisson, où les points sont indépendants. Donc, de l'instant où mon point de départ contient une idée d'indépendance, lorsqu'on arrive au modèle booléen, j'aurai une idée d'indépendance qui se transpose dans l'idée d'une capacité de choquer qui est estimée, qui peut être estimée de façon indépendante pour chacune de ces décompositions-là que j'ai fait, d'éléments de la décomposition, et la capacité de choquer correspondant, c'est le produit des capacités de choquer. Donc, c'est l'idée d'indépendance en probabilité, ici transposée au cas des ensembles aléatoires. OK? Et l'autre idée un peu à retenir, c'est ça. Il y a une théorie très belle pour ça, mais bon, vous devez lire la moitié d'un livre pour arriver au résultat que je vous essaye de vous illustrer là. C'est ce qu'on appelle les théorèmes centrales limites des ensembles aléatoires. Pareil, vous avez une idée de parallélisme avec les théorèmes centrales limites en statistique, en probabilité. L'idée, c'est la suivante. C'est si vous prenez votre espace et vous le divisez de façon aléatoire dans des parties. Vous faites une forme de séparation de votre ensemble, de votre espace, pardon, en des classes qui vont être parfois noires, blanc et noir, pardon, avec une certaine probabilité P. Okay? Vous générez ce qu'on appelle une tessellation ou une partition de l'espace. Et vous mettez dans cette tessellation ou dans cette partition des classes parfois qui appartiennent à l'ensemble ou qui appartiennent au complément, avec une certaine probabilité P. Et vous faites ça de façon aléatoire un grand nombre de fois. D'accord? Avec une probabilité P qui va diminuer de plus en plus dans les cas limites. Et vous regardez quelle est la capacité de choquer
de cette cas limite de considérer ce type de processus-là. Et vous allez obtenir que c'est le modèle booléen. On a une expression de la capacité de choquer que c'est le modèle booléen. Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Ça veut dire que le modèle booléen est d'une certaine façon l'équivalent, par cette théorème centrale limite, l'équivalent de la distribution gaussienne en probabilité. Ça veut dire que vous n'avez pas un meilleur choix lorsque vous voulez modéliser un processus aléatoire en statistique. Vous dites toujours, je considère que c'est un processus gaussien de moyenne et variance et vous l'estimez empiriquement. Pour les ensembles aléatoires, on peut dire que l'équivalent de faire ça, c'est de dire, je considère que mon ensemble aléatoire, par défaut, il est booléen et je vais essayer d'estimer les paramètres correspondants. OK? Donc, le modèle de booléen, c'est l'équivalent de la distribution de la loi gaussienne en statistique, au sens de c'est toujours le meilleur choix par défaut, s'il n'y a rien de mieux. OK? Donc, il y a, comme je vous dis, il y a un bouquin, le bouquin de Georges Matron, qui vous permettrait d'avoir tous les détails, aussi bien sur la dépendance que sur les théorèmes centrales. C'est clair à cet stade? Y a-t-il des questions? J'entends pas. Si quelqu'un a des questions? Il n'y a pas de questions. OK, très bien. Alors, on va continuer. Donc, je vous ai dit, on récapitule. On a défini la façon de construire un modèle booléen à partir d'un ensemble de points aléatoires qui suit une loi de Poisson avec une intensité θ. Ensuite, on a utilisé comme deuxième ingrédient la notion de grand primaire, qui est la forme aléatoire qu'on place dans l'espace, dans chacune de ces positions-là. Ça, c'est la façon dont on le construit. Et après, je vous ai montré qu'il y a une formule qui me permet de caractériser via des érosions et des dilatations par certains types d'éléments structurants K, les comportements qui aura ce modèle booléen. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les cas particuliers où les compacts K, les grands primaires A' sont des convexes, les ensembles convexes. OK? C'est ce qu'on appelle les cas convexes. Donc, rappelez-vous, on pouvait placer des cercles, des triangles, des segments, tout ça, c'est des convexes. On pourrait avoir aussi des étoiles, si vous voulez, des formes qui sont non convexes, mais ça sera beaucoup plus difficile à étudier. En pratique, on se limite, dans la plupart des cas, à considérer que le grand primaire lui-même est un convexe. Voyez bien que le convexe, il peut être quelque chose de très général, comme un polygone irrégulier, qui sera un convexe. Donc, on n'a pas besoin que ça soit une forme régulière, mais il faut que ce soit une forme convexe pour avoir les formules que je vais vous montrer maintenant. Que c'est des formules qui deviennent un cas particulier de ce qu'on a déjà vu précédemment. Alors, on considère donc, maintenant on se place dans les cas où le grand primaire A' est un compact convexe aléatoire. OK? Et pourquoi c'est intéressant de connaître ça? C'est parce qu'il y a en géométrie intégrale des expressions qui vont nous dire que la dilatation d'un convexe A par un convexe K est homothétique. La mesure de ça, c'est un polynôme avec un degré qui va dépendre de lambda, selon le type de convexe K qu'on utilise. OK? Donc, en fait, on va avoir des expressions analytiques qui vont nous relier
l'élément qui apparaît dans la capacité de choquer du modèle booléen à un polynôme sur lequel on va pouvoir estimer des paramètres. D'accord? Donc, on va voir ça de façon un peu plus concrète immédiatement. D'accord? Et donc, ce type de résultats donc, sont issus de la géométrie intégrale et de quelque chose qu'on appelle les fonctionnels de Minkowski. Ils sont liés donc à la somme de Minkowski. Rappelez-vous que ça, c'est la dilatation. Donc, si vous prenez un livre de géométrie intégrale, il aura un chapitre intitulé Fonctionnel de Minkowski pour le cas convexe, et ça va vous donner exactement la valeur de... donc ici, on fait l'hypothèse que le grand primaire est convexe et qu'on est en train de l'étudier, l'ensemble aléatoire, par des convexes K aussi. D'accord? Donc, prenons un exemple. Les K, ça sera un segment. Et donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est les dilatations de mon grand primaire par des segments qui ont une certaine longueur, une certaine orientation. D'accord? Et donc là, la formule correspondante de la géométrie intégrale va nous dire que la mesure des dilatés d'un ensemble convexe par un segment est égale à la mesure des compacts convexes A' plus L fois la mesure des translatés dans la direction, pardon, non, de la variation périmétrale dans la direction correspondante. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui doit vous faire déjà un rappel à ce qu'on avait regardé tout au début. Cette variation périmétrale, rappelez-vous, qui était liée au comportement du covariogramme à l'origine. Donc, c'est la dérivée de cet covariogramme. Donc, les covariogrammes va nous permettre, comme on avait déjà regardé précédemment, mais ici, on a une autre expression qui va nous relier les covariogrammes à la capacité de choquer calculée par des dilatations par un segment à une certaine longueur. Ça, c'est un cas général. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2 dimensions? Donc, ça, c'était le cas, on ne regardait pas les dimensions, donc on n'avait pas regardé de façon explicite à quoi ressemble cette expression-là. Donc, maintenant, on devient encore plus concret. On va utiliser, on se place maintenant dans les cas à 2 dimensions. Et on va décrire notre grand primaire A' par sa surface moyenne et par son périmètre moyen. Et on va décrire aussi, ça c'est pour A' et pour les compacts K aussi, on va les savoir. D'accord? Et alors, on regarde ça. On va remplacer dans les formules qu'on a précédemment et on va voir une capacité de choquer qui maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit, ça sera un polynôme qui va dépendre de la taille qu'on applique au compact. Lambda K, c'est ce qui apparaît ici, comme la variation qu'on va faire sur le compact dans la taille. C'est l'homothétique du convexe qu'on utilise pour étudier notre ensemble aléatoire. Alors, cette homothétique-là, cet élément structurant ou ensemble d'analyse K peut être un segment ou peut être par exemple un cercle. Avec un segment, vous aurez une capacité de choquer qui fait intervenir les périmètres et la surface, le périmètre moyen et la surface moyenne du grand primaire. Avec c'est une droite, ça fait intervenir une droite. Donc vous voyez que la courbe correspondante, elle va dépendre de la longueur L, et donc L fait intervenir ici un paramètre, un polynôme de premier ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on calcule
le logarithme de Q, ici, vous allez avoir un comportement de la courbe qui doit être linéaire. Et si vous, si vous regardez dans cette droite en échelle logarithmique, vous allez être capable de calculer la taille moyenne et le périmètre de votre grand primaire. Donc, cette formule est extrêmement puissante. Elle vous dit, si vous avez un modèle booléen avec des grands primaires A', et vous calculez la courbe avec des érosions par des segments, vous pouvez estimer en échelle logarithmique la taille moyenne et le périmètre moyen de cette grande primaire. OK? Donc, vous voyez, on a rendu les choses de plus en plus concrètes dans la formule de départ et on arrive à ce type de résultats extrêmement puissants. Si plutôt qu'utiliser un segment pour la courbe des érosions ou de dilatation que je vous avais montré tout au début, on utilise un disque, là, vous aurez plutôt, en échelle logarithmique, une forme quadratique, une parabole, qui va vous permettre d'estimer à nouveau, si vous fitez une parabole dans cette courbe-là, vous allez pouvoir obtenir, donc, à nouveau, quels sont les paramètres en moyenne qui décrivent les grands primaires. Mais la première expression, elle est extrêmement fondamentale en pratique. Comme je vous dis, en échelle logarithmique, elle vous dit que la courbe de dilatation ou des érosions du complément, pardon, doit suivre une droite en échelle logarithmique pour le modèle booléen. Donc, c'est un test statistique. Si vous n'avez pas une droite lorsque vous calculez ça, à partir d'une image, vous ne pouvez pas considérer qu'elle satisfait le modèle booléen. Je vais vous montrer en pratique tout de suite ça, mais ce résultat-là théorique est extrêmement important en pratique. Donc ça, c'était pour le cas de B. Donc comme je vous dis, si vous regardez un modèle booléen à grand primaire convexe par des courbes des érosions, par des segments ou par des disques, vous connaissez l'expression qui doit avoir la courbe. Ça doit être une droite ou une courbe parabolique. En 3D, c'est pareil. Vous aurez un polynôme, cette fois-ci dans le cas général de degré 3, et vous avez des expressions explicites lorsque vous utilisez des segments ou lorsque vous utilisez des sphères 3D. Donc, c'est par rapport à ce type de résultats-là qu'on est aussi capable de connaître les expressions qui ont les paramètres des modèles booléens en 3D à partir des sections en 2D de ce modèle-là. Rappelez-vous, je vous avais dit, si vous avez un modèle booléen en 3 dimensions et vous faites des sections, ça c'est équivalent à considérer des modèles booléens en 2 dimensions. Et je vous avais dit qu'il y avait des formules qui nous permettaient de connaître ce type de choses-là. Les paramètres des modèles booléens 3D à partir de ce qu'on voit en 2 dimensions. Donc là, je vous donne les formules correspondantes. Donc vous pouvez connaître la densité en 3 dimensions par rapport à la densité à 2 dimensions, et vous pouvez connaître les propriétés statistiques de votre grand primaire en 3 dimensions à partir de ce qui se passe en 2 dimensions. Donc, c'est des formules très simples qui vous relient les grands primaires en 2D, 3D et l'intensité en 2D, 3D. OK, donc ça, je vais passer cette partie-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, là, je vous ai montré beaucoup de théories, beaucoup de formules, mais comment on utilise ça en pratique? Donc, la dernière partie, c'est simplement l'utilisation en pratique de cette théorie-là. Est-ce qu'il y a des questions à cet stade, avant qu'on regarde les images? Des questions? OK, très bien. Alors, regardez, je vais regarder les temps. OK, c'est bon. Donc, on a le temps pour ça. Alors, donc,
Ça, c'est des choses qui est déjà évoquées à plusieurs reprises. Donc, comment on utilise cette théorie-là en pratique? La première chose, c'est vous allez, dès qu'on doit utiliser la théorie, on aura au point de départ des images. Donc, vous aurez typiquement quelques images représentatives, qu'on appelle des réalisations, de votre milieu aléatoire. Donc, avec le microscope, on a regardé à quoi ressemble la microstructure, on a pris des images, et on ne va pas se limiter à une image, donc on va regarder le milieu dans différents endroits pour avoir une idée aussi de la variation stochastique de ce milieu qui, par définition, il est aléatoire. Donc, notre point de départ, c'est toujours l'ensemble d'images ou de réalisations de notre ensemble aléatoire. Donc, les images, en général, sont à niveau de grille. Donc, il faut les transformer dans des ensembles. Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais ça, c'est un peu le rôle qui est joué en traitement d'image par ce qu'on appelle la segmentation. Donc, la théorie s'applique de façon beaucoup plus simple au cas ensembliste, même si on peut la généraliser à des fonctions aléatoires qui sont liées à des opérateurs morphologiques à niveau de grilles. Bref, on pourrait faire ça, mais on se limite ici au cas binaire. Et donc, à partir de ces images-là, d'un milieu aléatoire, ce qu'on va faire, c'est savoir d'abord si je peux appliquer le modèle booléen. Comment je vais faire un test pour savoir si le modèle booléen est approprié pour ça. D'accord? Et une fois que je passe le test, je dis le modèle booléen est compatible, l'hypothèse du modèle booléen est compatible avec le comportement de mon image. Après, comment j'ai fait pour estimer les paramètres du modèle booléen, θ et A'. Alors, pourquoi c'est important de connaître θ et A'? C'est parce que si vous connaissez ça, vous pouvez ensuite vous-même simuler de nouvelles images qui vont être proches des images de votre milieu aléatoire et donc enrichir la capacité d'explorer les propriétés physiques de ce milieu aléatoire. D'accord? Inférer les paramètres du modèle vous donne la possibilité aussi de vous-même simuler des images qui sont réalistes, mais aussi statistiquement similaires à celles que vous avez. Donc, comment on fait en pratique pour faire les tests et l'identification des paramètres? Eh bien, on va simplement calculer la covariance, la courbe d'érosion par des segments, la courbe d'érosion et de dilatation par des disques, et on va utiliser toutes les formules qu'on a vues précédemment. D'accord? Donc, en pratique, une fois que vous avez vos images, vous allez simplement faire des transformations morphologiques, calculer les intégrales des images pour construire les courbes, et à ce moment-là, on va simplement essayer de fitter les formules que je vous ai données pour obtenir les paramètres. Donc, c'est très simple. Il y a une théorie très solide qui nous donne les formules. En pratique, c'est très facile à utiliser. Vous devez fitter de droite, vous devez fitter des paraboles à des courbes. Et c'est tout. Est-ce que ça c'est clair? Donc, une théorie très compliquée, d'une certaine façon, au sens de à quoi ressemblent les formules. En fait, les formules en fait, sont très, très simples à utiliser, car elles consistent simplement à traiter des images par des érosions et des dilatations, par certains types d'éléments structurants, de taille croissante, et c'est tout. Donc, un exemple. Ça, c'est d'abord un exemple simulé de comment je peux calculer les choses. Voilà, donc, on est face à on va essayer de s'attaquer à un problème inverse, mais je connais quelle était la simulation. Donc, ça, c'est un milieu booléen que j'ai simulé moi-même. Et donc, je connais quel est le grand primaire et quelle est la variation périmétrale, ou ici, comme c'est des disques, la variation diamétrale dans ce milieu que j'ai simulé. Donc, je connais, ça, c'est les paramètres que je connais. J'ai imposé ces paramètres-là à la simulation. Et je connais quelle est l'intensité, car j'ai simulé, dans le cas précis, 400 points là.
D'accord? Donc, l'autre chose qu'on va utiliser ici, c'est, rappelez-vous, s'il y a un ensemble booléen, le dilaté de l'ensemble booléen est aussi un ensemble booléen. OK? Donc, ça, on va l'utiliser après. Mais grosso modo, donc, j'ai un ensemble booléen pour lequel je connais tous ces paramètres. Je connais l'intensité θ et je connais A' caractérisé par la taille moyenne, la surface moyenne et le périmètre moyen. OK? Alors, donc ça, c'est les paramètres théoriques. Et alors, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est estimer à partir de l'image les mesures correspondantes et savoir si, par rapport aux mesures qu'on fait sur l'image et les formules qu'on connaît, je peux estimer à quel point je suis loin de des valeurs théoriques. Donc, la première chose qu'on va estimer, c'est la porosité. La porosité, c'est simplement le nombre de points qui sont noirs dans l'image. OK? Donc, ça, c'est la porosité. Ensuite, on va calculer la variation diamétrale. Ça consiste à calculer la covariance, la dérivée de la covariance, donc c'est la tangente à l'origine, qui va nous donner cette variation diamétrale. D'accord? Et donc, à partir du nombre de points qui sont dans les fonds, enfin dans les noirs, divisé par la taille de l'image, je vais obtenir une porosité qui ici, c'est 0,5, 56. Et donc, le log de la porosité, le log de cette valeur-là, qui vaut ça, ça nous donne dans la formule, rappelez-vous, la formule de la capacité de choquer de la porosité Q fait intervenir exponentielle moins cette valeur-là. Donc, je sais que le produit θ R moyenne de mon grand primaire est donné par le log de la porosité. Donc, ça va être ça. Et je sais aussi que θ, variation diamétrale, va être lié donc à ce que je peux estimer à partir des covariogrammes. Mais ça, si vous regardez, ça c'est ce qu'on avait obtenu de façon théorique. Je savais que ces deux valeurs-là, par exemple ici, regardez, c'était 51, j'obtiens 56. Ici, c'était à peu près 2000 à la moins 5. Et ici, il y a à peu près 2000 à la moins 5. D'accord? Donc, ce n'est pas mal avoir estimé ça par une seule réalisation. Si j'aurais simulé plus d'une image qui suit ce type de paramètres théoriques, et j'aurais fait des moyennes dans mes estimations, j'aurais sans doute amélioré ça. D'accord? Mais là, ce n'est pas suffisant. Ici, je ne connais, par les formules, je ne connais que les produits entre θ et A' et les produits entre θ et la variation diamétrale. Maintenant, je vais connaître vraiment quelle est la valeur de A' et de D'. Donc, pour faire ça, ce qu'on utilise, c'est le fait que, comme je vous avais dit, s'il y a un modèle booléen et je le dilate, c'est un modèle booléen avec un grand primaire qui a été dilaté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la même variation diamétrale pour les cas du modèle booléen dilaté. Et à partir de ça, par la formule qui nous permet de relier les grands primaires lorsque j'ai dilaté les grands primaires, pardon, les modèles booléens par un convexe qui est un cercle, je peux calculer l'intensité θ. Et donc, je vais avoir une intensité θ qui ici, empiriquement, est de l'ordre de 8 à la puissance moins 4. Et celle que j'avais simulée, c'était de l'ordre de 8,3 à la puissance moins 4. OK? Donc, vous voyez qu'à partir d'une image, je suis capable de connaître quel a été le modèle booléen que j'ai considéré pour la simuler par des formules finalement très simples. Donc, cette idée, c'est clair? C'est tout l'intérêt de la théorie que je vous ai montré, c'est là. Je peux regarder une image comme celle-là et avec quelques transformations que je vais faire, je vais pouvoir savoir combien de points en moyenne ont été utilisés pour simuler ça et quelles sont en moyenne les propriétés statistiques de ce type de grand primaire qui apparaît là. Et je vous assure que ça, c'est très difficile
Si je vous donne ça, je vous demande combien de... Trouvez-moi un algorithme qui est capable de compter le nombre d'objets qu'il y a là. Et quelles sont les propriétés statistiques de l'objet qui est utilisé dans chacune des positions. C'est extrêmement difficile. Même si vous arrivez à segmenter de façon individuelle, il y a des phénomènes de chevauchement, il y a tout un tas de phénomènes stochastiques d'interaction entre les grands qui permet que si vous essayez de faire ça par des techniques classiques, vous aurez une grande difficulté. Et si je vous montre comment on peut faire ça de façon extrêmement propre par la morphologie mathématique, simplement avec des érosions, des dilatations, des courbes de covariance, ce type de choses-là. OK? Donc, dans les cas précédents, il y avait simulé un modèle booléen. Donc, j'étais sûr que mon image est le booléen et donc que les formules qu'il allait appliquer allaient fonctionner bien. En pratique, votre point de départ n'est pas une image simulée. C'est une image comme celle que vous avez là, issue d'un milieu aléatoire lorsqu'on regarde une microstructure avec le microscope. Donc, comme je vous dis, quelle est la première chose à faire dans ce cas-là? C'est de dire, je vais faire un test, je vais vérifier si l'hypothèse modèle booléen est correcte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, je vais calculer la courbe des érosions pour le milieu et pour son complément par des segments dans une certaine direction. D'accord? Et je vais regarder si la courbe, elle est, je sais qu'analytiquement, à échelle logarithmique, si c'est un modèle booléen, la courbe doit être une droite. OK? Donc, ça, c'est une des formules qu'on avait observées. Donc, dès que vous faites ça, et vous avez des courbes comme celle que je vous montre là, quelle est la première chose qu'on peut noter? C'est si je regarde la partie noire de mon image, et je considère que la partie noire est l'ensemble aléatoire, l'idée que ça soit blanc ou noir sur une image en microscopie, ça ne nous intéresse pas, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est si la face qui apparaît là comme sombre ou claire, c'est la face qu'on va considérer comme l'ensemble aléatoire. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que si on calcule ça pour la partie noire là, pour le charbon, vous voyez que la droite, on a une meilleure droite, entre guillemets. Donc, appliquer les modèles booléens à la partie sombre là est beaucoup plus approprié que le faire à la partie claire. Ou vous avez très vite une certaine échelle dans laquelle l'hypothèse booléenne n'est plus satisfaite. Donc, vous voyez l'intérêt de cette courbe d'érosion par des segments lorsqu'on est dans les cas booléens. Si c'est le cas booléen, en échelle logarithmique, il doit avoir une droite. Alors là, je dirais, au moins à une échelle d'une longueur de 150, faire une hypothèse booléenne est sans doute satisfaisant pour modéliser ce type d'image-là. D'accord? Et puis, s'il y a cette courbe-là, ce que je peux faire aussi, c'est fitter la droite. Et rappelez-vous, quand je fit la droite là, je vais pouvoir estimer à partir de la droite la taille moyenne des pores qui apparaissent là en noir et quel est les périmètres moyens des pores qui apparaissent. Simplement à partir de ces courbes-là. Donc, si on se limite, par exemple, pour les cas les plus conservatifs, on peut dire je me limite à une échelle de 50 pour considérer, c'est par ça, à cette échelle-là, que je regarde mon modèle booléen. Donc, je peux fitter la courbe. Et donc, je vous ai dit, en échelle logarithmique, cette courbe-là a une expression qui contient les paramètres des moyennes et des périmètres moyens de mon grand primaire. Et donc, je peux les estimer. Je vais les estimer, mais ils vont dépendre de θ. En fait, ce que j'estime dans la courbe, c'est θ fois U', qui est le périmètre moyen multiplié par θ, θ fois A', qui est donc le périmètre, la surface moyenne multipliée par l'intensité. Donc ça, je peux les obtenir.
La question, c'est comment j'ai fait maintenant pour inférer cet état-là, et c'est là où va intervenir la covariance. Donc, la covariance, si vous regardez la formule de la covariance, c'est celle qui va nous permettre donc d'estimer, de séparer l'intensité de ces deux paramètres-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'au fur et à mesure, on estime les paramètres du modèle booléen correspondant à cette image-là. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, en fait, vous n'avez pas à connaître par cœur toutes les formules que je vous ai montrées précédemment. Il y a très peu qui sont utilisées en pratique. Et comme je vous dis, une fois que vous en avez les expressions, vous pouvez parfaitement fitter au fur et à mesure des courbes. Simplement, on a besoin de deux choses. La courbe d'érosion et la covariance. D'accord? À partir de ça, vous allez caractériser votre modèle booléen. Caractériser au sens d'estimer les paramètres correspondants. Donc ça, c'est vraiment le message à retenir de mon cours. C'est tout ce que je veux qu'après cette cours-là soit clair pour vous. Donc, là, si ça vous intéresse, donc vous aurez les transparents. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder après, parce que, étant donné qu'à partir de ce type de formule-là, je peux estimer θ, qui est l'intensité ou le nombre moyen de points par image, vous pouvez utiliser donc ce type de formule-là pour estimer le nombre moyen d'objets dans une image par le type de formule que je vous ai montré. Okay? Donc, une utilisation pratique, c'est indépendamment de l'hypothèse booléenne, c'est de compter des objets. Même dans 5 cas non booléens, ça marche plutôt bien. Et donc, après, ce que vous savez, c'est d'autres modèles booléens, d'autres exemples de processus, des ensembles aléatoires qui ne sont pas booléens. Je n'entrerai pas dans les détails. Et vous en avez aussi, dans les transparents, quelques exemples de à quoi ressemblent ce qu'on appelle les fonctions aléatoires, de façon théorique. Et l'idée à retenir, c'est si un jour ou l'autre vous êtes confronté à ce type de recherche-là, c'est qu'il y a une théorie aussi pour s'attaquer au cas des fonctions aléatoires, plutôt que des ensembles aléatoires, qui utilisent exactement le même type de théorie et connexion avec les mesures morphologiques que je vous ai montré aujourd'hui. Okay? Donc, je vais arrêter là. Et maintenant, si vous avez des questions, on peut en discuter pendant quelques minutes.